Tiers-livre, atelier d'écriture, on reprend ce cycle qui s'appelle Vers un écrire film, où il ne s'agit pas d'aller mimer le cinéma, mais de comprendre en quoi, puisque notre perception extérieure comme notre vocabulaire d'interprétation esthétique inclut le cinéma autant que l'image fixe, et bien sûr le flux ancien, lent des livres, qu'est-ce que ça nous donne comme astuces ou glissements ou fissures narratives qui nous élargissent dans ce rapport de la littérature, de l'écriture, à notre expérience la plus directe et bien sûr ce qu'on en projette d'imaginaire et d'invention. C'est comme ça qu'on avance, même si, pour moi, Atelier Hebdo, ça force à avancer, ça pousse dans le dos, et tu vas te saisir de choses que peut-être sinon t'aurais laissé un petit peu sur le côté, et ça pour l'instant, moi, j'y trouve mon compte. L'autre avantage de l'Atelier Hebdo, c'est qu'on peut s'arrêter, faire des transversales là, sur la jeunesse des histoires, puis revenir, ou aller retravailler les cycles précédents, et là, en quelques mois, quel boulot on a fait. Alors cette semaine, c'est une autre configuration de l'Atelier Hebdo. Il t'arrive un livre et tu te dis, c'est quoi ce truc? En plus, il est tout petit, tout petit. Je te dis, mais lire, c'est une chose, c'est le plaisir que tu en tires. Puis se dire, mais là, dans ce petit truc fragile qui fait que ce livre a sa nécessité, est-ce que collectivement, si on s'y risque, si on l'explore, qu'est-ce qu'on trouve? Et ça, c'est aussi quelque chose que j'apprends à accueillir, presque comme une sorte de chose plus légère. Alors, est-ce qu'il s'agit de léger? Alors, il s'agit de Jean-Philippe Toussaint. Il a commencé à publier juste après moi, en 1982, mon sortie d'usine. Et lui, je crois que la salle de bain, c'était 1985. Je me souviens, moi, c'était mon livre Limite, que j'ai repris maintenant, Terrain glissant, sur Tiers-livre éditeur, et Jérôme Ladon qui dit « Ah, mais c'est le moment de sortir votre livre, là, j'ai juste un premier auteur, voilà, belge. » Puis finalement, la salle de bain, et je crois que, depuis 5-6 ans, peut-être plus, au bénéfice de l'ancienneté, je crois que c'est en relation avec Jean-Philippe Toussaint s'approfondit avec l'homme, oui, certainement plus facile, mais avec cette tension de ce qu'il écrit. Et quel rapport avec le écrire film? D'abord parce que Toussaint aurait pu, après la salle de bain, se contenter d'avancer. Il y a pas mal d'autres noms là, dans la galaxie Minuit, même si Minuit maintenant racheté par Gallimard. C'est probablement une sorte de réverbère dans la nuit qui va continuer de clignoter doucement, tant mieux s'ils arrivent à autre chose, mais c'est Jérôme Ladon qui en était l'incarnation. Mais tout ça a toujours fait des transversales, des expositions, travail de photographe aussi. Et puis, en même temps qu'il produit des photos, eh bien, il y a un livre qui s'appelle L'appareil photo. Il s'est risqué dans le film. C'était par exemple La patinoire, d'après un texte qu'il avait d'abord écrit, mais vous savez, le dernier, la clé USB, c'était une aventure en Chine. Comment, quand on tourne un film en Chine, on peut faire surgir un cheval sur une piste d'aéroport? Voilà, ça lui suffit à Toussaint. Mais donc ce côté transversal et ce côté image photographique ou image filmique, l'exposition, la projection, c'est quelque chose qui signe maintenant sa prise de récit. Mais ça, c'est juste de l'ordre de la justification. Maintenant, ce petit livre. Alors, il y a une contingence. Un plasticien, Angelesia, qui expose l'orangerie, là où il y a les nymphéas de Monet, et qui reprend, lui, l'idée des nymphéas. Donc, il expose, Letzia, son travail pour décaler le regard qu'on peut avoir sur Monet, même si Monet fait tellement partie de nous maintenant, depuis si longtemps. Et le texte de Toussaint, donc bref, le livre fait 30 pages, dans la vieille tradition là, des Beckett verticaux chez Minuit, avec un petit peu de blanc à l'avant, un petit peu de blanc à l'arrière, même pas, non. Il est composé de 9 paragraphes, qui sont 9 textes autonomes, récurrents. Il y a
C'est que pour moi, c'est toujours ces choses importantes. Est-ce qu'on est simplement dans un saut de ligne? Non, quand on code, on crée un interligne avec un style particulier pour ces blancs qui séparent deux paragraphes. Si on laisse simplement un saut de ligne, tout s'écroule. Ça, c'est du graphisme, c'est autre chose. De la typographie. Mais ces 9 textes, ils ont un autre principe d'équivalence. Ils commencent tous par strictement la même phrase. Un jeu. Je veux saisir monnaie là, virgule, à cet instant précis où il pousse la porte de l'atelier dans le jour naissant encore gris. Page 9. Là, ça dure juste une page. Et puis, je veux saisir monnaie là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, virgule, où il passe la frontière entre la vie qu'il laisse derrière lui et l'art qu'il va rejoindre. Et il y a un saut en tension. Puis cette notion de frontière. Et là, le texte est un petit peu plus long, il fait 2 grosses pages, et puis, page 12, je veux saisir monnaie là, virgule, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Et là, il y a un point. Par contre, au moment du point, retour arrière sur où on est. Qu'est-ce que c'est? Le bâtiment est encore dans la pénombre. Point. Il y règne une odeur de plâtre, de colle humide, de tabac froid et d'huile de lin. Point. La lumière zénithale descend du ciel et traverse l'immense verrière. Point. Dans la brume grise et matineuse du grand atelier silencieux, un canapé dans le demi-jour volumineux sur lequel sont jetés. Et là, pareil, 2 pages et demie. On augmente à chaque fois la dose. Mais vous voyez que là, on a enlevé la figure de Monet et on l'a remplacée par justement l'atelier. Page 15, je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, une virgule? Non. Et découvre les panneaux inachevés auxquels il travaille depuis des mois, disposés contre les murs dans la pénombre. C'est-à-dire qu'en supprimant la virgule, là, le précédent, c'était la frontière entre l'art et la vie qu'on laisse derrière soi, et entrer dans l'atelier, mais là, maintenant, c'est le travail. Et le travail remplace le personnage et remplace aussi, quelque part, le bâtiment qu'on vient de décrire. D'où, vous voyez, cette espèce d'autonomie implacable des textes les uns par rapport aux autres. Chacun a sa propre loi de fonctionnement. Celui-ci aussi fait une 3e page. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, point. Devant lui, le long des murs, ce ne sont que paysages d'eau et de lumière. On enlève les nymphéas comme travail du peintre, mais maintenant c'est elle qui existe. Là, je tombe dans l'ordre du commentaire, c'est pas mon truc. Le texte est plus court d'ailleurs, une page et demie. Puis, je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. Point. Nous sommes en 1918, bientôt nous serons en 1921. Et tout d'un coup, au lieu du bâtiment, au lieu de la transition pour l'homme, au lieu de la question même des tableaux, eh bien, on insère le temps. Et le temps, c'est pas un hasard, c'est une prise. Là, l'instant qui lui est récurrent, qui est chaque matin, vient s'ancrer, se dater dans cette fin de la guerre mondiale, Première Guerre mondiale, 14-18. Et puis là, bon, après ça continue, je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier, les nymphéas. Et là, ce qu'on connaît, vous pourrez trouver des documentaires facilement là-dessus. Cette proximité, toute sa vie, toute leur vie, de Monet et Clémenceau. Et puis, cette idée de Monet offrant 2 nymphéas dans ces moments-là de l'armistice, et puis finalement Clémenceau qui pousse à ce que ce soit toute la collection des nymphéas. C'est-à-dire ce que cet homme a fait en se séparant de la vie et en entrant dans son atelier pour devenir œuvre globale, devient symbole de ce qui précisément s'est passé autour dans ce qui n'était plus vie, mais ce qui était destruction, ce monde en guerre, c'est plein de résonances. Et puis ensuite, les aléas politiques, c'est-à-dire, malgré Clémenceau, eh bien, finalement, ce cadeau des nymphéas de Monet, l'État s'en fout, Monet se vexe, il y a des négociations, il y a finalement ces travaux à l'orangerie, et puis maintenant, il y a
cette chose quand même inouïe dans ce lieu là, si central, si symbolique de l'Orangerie à Paris. Salue la nouvelle directrice. Eh bien, de l'immersion dans les nymphéas, on l'a tous éprouvé, cette magie, alors que l'œuvre constamment se présente encore comme inachevée, et c'est cet inachèvement même qui fera aussi la dernière boucle des 9 textes, variations de Toussaint, avec chaque fois ce même incipit, je veux saisir Monet là, à cet instant précis. Alors laissons Toussaint. On ne laisse pas comme ça. En même temps, pareil, alors c'est bizarre, c'est une collection que je ne connaissais pas, c'est les dictionnaires Le Robert. Le titre, je trouvais un peu nul. Secret d'écriture, puisque justement, si on le publie, c'est plus secret. Et puis, pour nous qui travaillons l'écriture, précisément, c'est pas le secret, c'est l'atelier. Et là, sur ce travail de l'atelier, de l'inachèvement, du comment, des pinceaux, des gestes, de quelle porte on fait, on pousse, eh bien, il y a une conjonction très profonde entre Monet et c'est vous l'écrivain. Le titre, lui, il n'est pas du tout arrogant. C'est une phrase que Jérôme Lindon employait, je pense, il l'employait avec Toussaint. Il y a une très belle double page là-dessus, mais il l'a aussi employé avec moi. Je pense qu'avec le Jérôme Lindon de Jean Echenoz, voilà, peut-être encore un nouveau, très bel hommage. Je ferai une vidéo spécifique sur ce livre, parce qu'il y a trop de choses. Par exemple, Toussaint, je mettrai le lien aussi là dans la page abonnée là, sur de l'atelier. Il y avait par exemple une vidéo extraordinaire faite avec Madeleine, c'est pas du dévoilement, sa compagne, comme ses filles, est présente dans le livre. Madeleine Sant'Andrea avait réalisé une vidéo où on voit un des rituels de la tribu Toussaint qui était de venir s'établir à Ostende sur la plage là, en hiver en Belgique, puisqu'ils vivent à Bruxelles, et puis que ce lieu d'écriture, quand tu débarques là pour quelques semaines, où tu sais que tu vas travailler ton livre, hein, et puis que les hivers tu t'appropries ce logement, que tu t'installes, où tu mets la table, où tu mets comment tu règles les lumières, où tu poses ton ordi, et donc ce côté de l'atelier personnel, l'atelier d'artiste de Toussaint, c'est déjà une composante qui l'accompagne matériellement depuis longtemps. Eh ben, je me souviens aussi, c'était facile, en avril 2010, on était juste à l'université de Rhode Island. C'est précisément le jour où j'ai découvert que Lovecraft était une porte qui n'attendait qu'à être franchie. Et là, Toussaint revenait, lui, de San Francisco. Il était le premier. C'est la première fois que j'ai vu un iPad. Et quelqu'un qui avait acheté et tenait un iPad. Ça aussi, son imprimante, ses procédés de réécriture, la suite de ses ordinateurs, d'ailleurs assez tardivement, le premier en 93, moi j'avais déjà un Atari depuis 5 ans à l'époque, mais c'est le moment 93 où je suis passé pour la première fois à l'ordi portable. Lui, apparemment, ça a été un peu plus tardif, le passage au portable. Mais il parle de ma bibliothèque, il parle de ses dictionnaires, bon, on n'en parle pas. Mais vous voyez, entre les deux, il y a une affinité, et on garde ça pour l'instant, mais moi j'y reviendrai à ce petit livre-là. C'est vous l'écrivain. Petit livre, je sais pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en moi, là, quand j'ai lu cette petite merveille? C'est simplement, je veux saisir. Alors, la formule, ce sera à vous de la trouver. Par contre, elle inclut ce « je », et cette décision artistique, précisément, elle est comme si c'était un miroir anticipateur, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté encore. Mais ce « je veux saisir », c'est Monet qui va se mettre au travail. Quand je dis miroir anticipateur, c'est-à-dire que la mise en abîme, c'est pas Monet qui va devenir mise en abîme ce « je veux saisir », c'est parce que Monet s'embarque dans ces nymphéas qui ne peuvent être achevés, parce qu'elles répondent à cette espèce de gouffre du monde. Eh bien, cette mise en abîme, c'est elle qui va remonter vers
l'auteur, mais dans la phrase s'ouvre par cette mise en abîme à l'envers. C'est clair? C'est pas clair? Bon, peu importe. Mais en tout cas, ce « je veux saisir », il n'y a pas de puissance dans le jeu. C'est « je veux saisir », c'est presque un appel. C'est qu'est-ce qu'on va traverser de soi-même? Qu'est-ce qu'on met là, sur la table de soi-même, qui va être pris, avalé, traversé? Et ça, je pense que c'est une expérience, quelque chose que je n'avais pas vu, et c'est quelque chose qu'on va lui prendre, Jean-Philippe. Ensuite, à cet instant précis, alors ça, sur les questions temporelles, on a souvent travaillé, y compris avec ce qu'on a fait sur Coltès, La nuit juste avant les forêts, où c'est un instant là qu'on déplie, on revient toujours traverser en boucle cet instant. Bon, là, c'est la même expérience, temps référentiel nul, temps narratif, et on revient retraverser de toute façon, d'ailleurs sans plus aucun point commun avec La nuit juste avant les forêts de Bernard, chaque nouveau texte reprend la même phrase, reprend le même instant, je pousse la porte, j'entre, et quelquefois c'est la frontière, quelquefois c'est le bâtiment, quelquefois c'est l'œuvre, quelquefois c'est le temps, et puis finalement ça revient tout à la fin sur l'âge et sa propre mort. De Monet. Alors que vous preniez la formule exacte, je veux saisir blanc à cet instant précis où, par contre, le rendez-vous il sera là. Il pousse la porte. Alors ça, nous, on a travaillé sur ces choses-là, les portes, entrer dans un lieu. C'est ça, pareil, dans l'espace abonné. Je vous mettrai les liens directs vers ce qu'on avait pu faire dans un précédent cycle sur le fantastique, sur le roman, sur cette question simplement de franchir une porte. Et en quoi ce geste de franchir une porte peut révéler ce qui ne naît que parce qu'on entre. J'insiste pas, mais pour moi, cette idée-là de frontière spatiale, je voudrais qu'on l'expérimente. Cette notion de seuil, vous savez, comme elle est présente chez Borges, il y a une nouvelle de Borges, dans Fictiones ou dans l'Aleph. Je crois que c'est Fictiones, qui s'appelle Le Seuil. On peut y retourner y voir. Et l'autre chose, c'est quoi cet espace? C'est l'espace du travail, c'est l'espace de l'œuvre, c'est la matérialité de l'œuvre. C'est la même matérialité qu'explore Toussaint quand il raconte comment il installe sa table, quand il raconte à quelles heures du jour il travaille, comment la durée du travail ou l'intensité peut dépendre de là où on en est dans l'aventure du livre et sa prochaine clôture. Et c'est pas pour vous emmener dans un espace qui soit artistique, l'atelier du peintre. Encore que on a chacun, quel que soit le métier qu'on fasse, on a ces espaces de spatialisation du lieu rituel. Et là, cette notion de rite, je pense qu'elle peut s'agrandir. C'est pas l'espace simplement de l'art. Je viens d'une famille de garagistes, où remettre en état une vieille moto, ça peut compter autant que celui qui fait un livre. Et là, on est, nous, dans notre terrain. Donc, oui, changer d'espace, c'est changer le statut du geste qu'on accomplira dans le nouvel espace, mais c'est pas pour autant qu'on l'avale par les pratiques culturelles. Pensez à Gaston Chessac, cordonnier. Mais ça, Gaston Chessac, c'est plus Éric Chevillard et moi que Toussaint. Je serais plutôt vers chez Malévix, non? Alors, il y a deux toutes petites digressions que je voudrais ajouter. Un, c'est un film qui est totalement introuvable maintenant. Je regrette beaucoup de ne pas avoir fait un téléchargement. C'était un des plus beaux diplômes que j'ai vu dans mes 5 ans à l'école d'art à Cergy. C'est une jeune, à l'époque étudiante et maintenant cinéaste, qui continue, elle s'appelle Raphaël Bezin, et son mémoire, c'est-à-dire ce qu'elle présentait pour sa soutenance de diplôme, c'était simplement un film qui reprenait des archétypes, c'est-à-dire répondre au téléphone, est à sa commande dans l'histoire du cinéma, allumer une cigarette, dire bonjour à quelqu'un, s'asseoir dans une voiture. Elle en avait pris comme ça, je pense, entre 15 et 20, des archétypes qui sont toujours les nôtres aujourd'hui, mais des choses qu'on identifie et qui sont en même temps un tout petit écart, une mise en situation, un dévoilement du personnage par rapport
à ce qu'il accomplit, de geste ou d'action. Ouvrir la porte à quelqu'un faisait partie de ces stéréotypes. Alors évidemment, ce film, plusieurs fois, est venu mis en ligne. Je pense que maintenant, il doit être accessible quelque part avec un statut privé sur Vimeo ou autre. Mais à chaque fois, lui tombaient dessus les foudres des algorithmes. C'est-à-dire que c'est dès lors que vous mettez 10 ou 15 secondes d'un film, on vous bloque la diffusion pour des questions de droit. Alors que cette question de réfléchir sur le vocabulaire, si c'est dans la série des livres de Raymond Bellour, où là aussi on peut le piocher sans arrêt, là par contre on a le droit de diffuser le livre. J'arrête là-dessus, mais cette idée-là de Raphaël, c'est-à-dire ouvrir la porte à quelqu'un qui vient de frapper, un personnage qui ouvre, un personnage qui se présente, eh bien, dans son film Diplôme, c'était 10 fois, 12 fois. Et c'est simplement la scène, il n'y avait pas de contextualisation. Et puis ensuite, eh ben, on passait à un autre stéréotype. Allumer une cigarette. Ça, c'est une chose. La récurrence, et cette récurrence de entrer dans une pièce, franchir, donc en tant que tel, cinématographiquement, en quoi le stéréotype avait une place spécifique, même dans la narration, alors qu'il ne contribue pas directement, ni à l'action, ni à la narration. C'est juste, à la limite, une didascalie. On frappe à la porte, elle ouvre. Mais à partir de là, si vous avez ça dans un synopsis, le boulot, et là on est dans ce qu'on peut travailler en école de cinoche, c'est-à-dire cette didascalie, comment tu la remplis? Elle est comment la porte? À quelle couleur? Ça ouvre sur quoi? C'est quoi le jardin dehors? Elle est habillée comment? Ce qui est devant la porte, il est habillé comment? Qu'est-ce qu'ils se disent? Est-ce que la toute petite phrase ne doit pas être liée à l'histoire, mais justement parce qu'on va la décharger de sens, eh bien, elle va lester la scène et nous permettre de lester les deux personnages et de lester la situation avant que quelque chose s'embarque qui n'aura plus besoin d'être dit. C'est ça l'enjeu. Et ça, je pense qu'on l'a dans cette légèreté-là de Toussaint. Je veux saisir Monet là, le lieu, à cet instant précis, le temps, et puis ensuite toute la déclinaison de 9 figures différentes du temps, de la mort, de l'art, de la vie, du travail, de l'objet artistique. Et la deuxième toute petite digression que je voudrais faire, et je m'en tiendrai là pour cet exercice, mais ça fait 5 jours de cette lecture, là, ça me rumine, et que pour moi, finalement, qu'est-ce qui change aussi? C'est que l'atelier d'écriture devient un appel. C'est-à-dire que tu dis, cette chose-là, si délicate, qui se distord, tu peux la garder dans ton expérience personnelle de lecteur. Il y a une très belle chose sur la lecture, là, dans C'est vous l'écrivain. Mais se le malaxer ensemble, comment on l'ouvre? Comment on ouvre ce puzzle? Comment on ouvre cette fresque ensemble? Et ça, c'est ce que je crois que depuis qu'on a fait cet atelier hebdo, je vis de façon différente, même si on le vivait un petit peu comme ça déjà avec les cycles d'écriture. Alors, c'est aussi un rapport au cinéma. Je vais prendre... alors là, pardonnez-moi d'avance, puis passer, il y a un petit bouton YouTube en avance rapide. Mais c'est pas pour vous infliger mon univers personnel rapport à l'adolescence. Bah ça, c'est le grand monde, c'est tout le monde. Mais il se trouve que moi, c'était plus avec ces bons hommes. Mais il ne s'agissait pas, dans les livres sur Rolling Stones, Led Zeppelin, Bob Dylan, d'aller parler d'eux que de chercher l'expérience adolescente, ce en quoi, comment elle s'est transformée et comment, a priori, des contenus esthétiques, là on revient à ça, ont pu traverser une frontière poreuse parce que, même dans ce qui parvenait avec le rouleau compresseur de l'industrie culturelle, qui trouvait elle-même ses propres lois, s'établissait, eh bien, il y avait cette petite graine artistique qui fait que on a pu bifurquer.
Je sais pas si l'expression est juste, mais c'est pas pour parler de ça. On est en 1965. Bob Dylan, c'est un type qui est tout seul. Il y a un producteur qui s'appelle Albert Grossman, qui est une sorte de génie pour ces questions-là à l'époque. On peut pas faire avec un type tout seul et sa guitare acoustique ce qu'on fait avec des grands groupes, des grandes tournées, des grands auditoires. Donc, première chose, ça je développe ça dans mon bouquin, mais je ne vais pas insister là-dessus. En 64, on met en scène un voyage de Dylan à travers le continent, et il embarque un plumitif. Alors c'est dans un gros break Ford. Dylan a sa petite machine à écrire sur la tablette du siège arrière. Puis finalement, ça marchera pas. Donc en 65, un an après, Grossman lui colle au basque un cinéaste, David Allen Pennebaker. Et Pennebaker va être en permanence avec Dylan dans la loge, dans la nervosité, dans l'attente, dans ces gens qui lui adressent la parole, dans ces gens qui l'embêtent au dernier truc. Et puis il y a toujours un moment où, par exemple, pour Dylan, le truc fétiche, c'est tu es l'après-midi, la salle est vide, il y a le plateau nu, un tabouret, un micro, carafe d'eau. Et tu viens là et tu t'appropries cet espace vide. Et là, on voit soudain le type qui intériorise ce qui va se passer pour lui 3 heures, 4 heures plus tard. Et Pennebaker a cette intelligence-là de façon récurrente aussi, puisqu'il suit la tournée, même si 2 ou 3 concerts vont prendre un petit peu le dessus. Alors, comment le moment d'investir le plateau vide 3 heures avant le concert devient, pour Bob Dylan, une expérience intérieure qu'il prépare au concert. Qui le prépare au concert. Alors pour les Rolling Stones, on est en 1972, 3 ans plus tôt, vous voyez, 1965, toujours un petit côté précurseur chez Bob Dylan. 1969, il y a même chose, on fait la tournée, c'est 18 concerts, ça finit au Madison Square Garden. Donc les mails des documentaristes, 2 frères, vont filmer la tournée tout en sachant que le concert du Madison Square Garden sera un petit peu le centre de gravité. Ce qui n'était pas prévu, c'est le concert gratuit de Altamont, et que ce film devient celui dans lequel un type se fait poignarder, là, devant la caméra, en plein milieu du concert. Et les Stones, pendant 3 ans, ne vont plus tourner. En 72, on commence à tourner. Comment on va changer ? Reprendre la donne, c'est-à-dire que le cinéma sera la médiation pour que continue la tournée. Et je pense que c'est un vocabulaire qui aujourd'hui continue d'être toujours en chantier sur on fait appel à Robert Frank. En même temps, Robert Frank, déjà impliqué dans la Beat Generation avec Pull My Daisy, cette espèce de cuisine où il y a Jacques Kerouac, puis Corso et d'autres. Et Frank va tourner un film en permanence dans cette tournée, mais l'intimité de ce qu'il filme ne sera jamais... Les Stones ne pourront pas l'accepter. C'est-à-dire, on filme les gars qui dorment. On filme les gars qui s'abandonnent. Évidemment, il y a des scènes aussi de drogue. Donc c'est quelque chose de dur, mais peut-être que ce qui choque le plus, peut-être Mick Jagger, c'est les images où lui, dans la suite d'hôtel, il y a les essayages de robe ou des choses. Bon, en tout cas, le film ne sera jamais vraiment diffusé, les Stones ayant dans le contrat, il peut être diffusé seulement si les Stones sont dans la salle, en gros. Même maintenant, c'est-à-dire longtemps, ça a circulé sous le manteau. Pourquoi j'en parle ? Juste pour ça. Robert Frank va filmer en permanence, de façon récurrente, ce moment où les types, dans la loge, passent dans le couloir de ciment qui donne accès au plateau de la scène, et à un moment donné, on marche, on peut se faire mettre le talc sur les doigts. Quelque chose change dans les épaules, quelque chose change dans l'attitude, et puis, ça y est, un par un, on prend les 3 marches qui vous lancent sur le plateau. Et là, un nouvel archétype va surgir, mais qui est aussi changement spatial, changement corporel, et Robert Frank
c'est pas de filmer la musique, en plus ce sera toujours des dissociations de sons, mais ce sera filmer cet instant où, hop là, le changement spatial induit que vous changez de posture intérieure et de relation au dehors, y compris dans ce qui va être l'abandon, puisque une fois sur scène et qu'on joue, il n'y a plus de contrôle. Enfin, en tout cas, un autre type de contrôle. Voilà, je voulais mettre ces deux choses. C'est bon. On est dans notre atelier vers un écrire film. C'est la proposition 5. Le livre de Toussaint vient juste de paraître. Allez voir sur le site Minuit, il y a un extrait. Moi, je vous mets juste par discrétion. C'est difficile de prendre un extrait d'un texte aussi court. Je pense que c'est l'avant-dernier. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il entre dans l'atelier. D'année en année, le pas est plus lourd, mais les rituels ne changent pas. Dans l'atelier silencieux, il dépose sur une table basse la table de café qu'il a emportée avec lui de la maison endormie et jette un regard sur les grands panneaux qui l'attendent. Voilà, c'est juste cette double page-là que je vous mets en appui. Je veux saisir Monet là, à cet instant précis où il pousse la porte. Ça nous suffit. Et pensez à cette mise en abîme du « je veux saisir » et que la mécanique Monet est en avant. Là, c'est où? C'est quoi cette frontière? Ce seuil, au sens quasiment borgésien, où il pousse la porte de l'atelier et que 9 fois de suite, l'entrée dans l'atelier va appeler un autre surgissement. Et non pas de le faire 9 fois, mais c'est cette récurrence qui va être importante. Et ça vaut le coup qu'on le fasse. Et merci Jean-Philippe Toussaint.